La première balle quitte le canon à près de 2750 pieds par seconde. Sarah Blake Donovan la voit tracer sa courbe dans l'aube pâle du nord du Pakistan, invisible pour tous sauf pour elle. Dans son esprit, elle suit chaque millimètre de sa trajectoire. L'ascension dans l'air raréfié des montagnes, la légère dérive lorsque le vent latéral accroche la chemise de cuivre, puis l'appel inexorable de la gravité qui la ramène vers la terre, vers un homme qui ignore qu'il est déjà mort. 5 secondes de vol, 5 secondes de mathématiques parfaites, le commandant taliban s'effondre, marionnette aux fils tranchés. Bon Dieu! La voix du commandant Thomas Hayes déchire le silence du matin, râpeuse comme du gravier. Où est-ce que vous avez appris à tirer comme ça? Sarah ne quitte pas la lunette des yeux. Son doigt agit avec une précision mécanique, culasse ouverte, douille éjectée, une nouvelle cartouche chambrée. Même la cible abattue, elle balaie déjà le terrain, cherche une seconde menace, un autre problème à résoudre. Mon grand-père, mon commandant. Sa voix est calme, clinique. Le sergent-chef William Donovan, tireur d'élite des Marines. Corée, novembre 1951. Hayes abaisse ses jumelles. 52 ans, 28 passés dans les unités spéciales, et il vient d'assister à quelque chose qu'il croyait impossible. Le télémètre fixé à son gilet affiche 1850 mètres, plus d'un mile, dans des conditions de vent qui auraient fait plier la plupart des tireurs. À côté de lui, la femme paraît presque frêle. 1,60 m, cheveux blonds tirés en chignon réglementaire. Des yeux verts qui clignent à peine, comme si tout cela n'avait été qu'un exercice de stand. « La Corée », murmure Hayes. « Mon père y a servi. Il est rentré avec des engelures et des histoires qu'il n'a jamais racontées. » Il marque une pause. « Votre grand-père devait être quelqu'un d'exceptionnel. » Il l'était. Sarah se détache enfin de la lunette. Sa joue garde l'empreinte du busque de la crosse. « Il m'a tout appris. Avant de mourir, il m'a fait promettre d'être meilleure que bonne. Il disait que dans ce métier, être simplement bonne, c'est mourir. » Hayes l'observe en silence. Sarah Blake Donovan, 27 ans. Spécialiste JTAC de la Navy, contrôle terminal des frappes aériennes, coordination, communication. Un rôle de soutien, théoriquement sûr, sauf que rien chez Donovan ne correspond à cette définition. Son dossier est arrivé sur son bureau 2 mois plus tôt. 3 ans au cours avancé de tireur d'élite des Marines avant son transfert dans la Navy. Première de promotion. Qualifié sur tous les systèmes longue distance de l'arsenal, puis cette demande de formation JTAC que tout le monde avait interprété comme un pas de côté, une recherche de facilité, erreur complète. On remballe, dit Hayes. Briefing dans 30 minutes. Sarah démonte déjà son fusil, geste fluide, automatique. Le Remington 700 disparaît dans son étui comme un secret soigneusement rangé. Hayes la regarde faire et pense au dossier de mission qui l'attend à FOB Ironclaw. Opération Silent Horizon, une cible qui les hante depuis des mois. Un tir que tout le monde juge impossible. 72 heures plus tôt, la salle de briefing de la base avancée empestait le café froid, la sueur et cette tension particulière qui précède toujours les mauvaises nouvelles. Hayes se tenait devant, bras croisés, tandis que son équipe prenait place. 8 des meilleurs hommes de SEAL Team 7, ceux qui l'avaient suivi à Ramadi, à Tal Afar, sur des missions qui ne figureraient jamais dans aucun rapport officiel. Le premier à entrer fut le maître principal Ryan Callahan, 40 ans. La carrure d'un boxeur poids moyen. Il portait le MK11 mode 0 de l'équipe comme une extension naturelle de son corps. Derrière lui, Cole Harding, le breacher. Puis Mason Reed et Luis Ortega, armes automatiques. Alex Kowalski, le jeune infirmier qui avait déjà sauvé 3 vies le mois précédent. Et enfin Sarah, discrète, s'installant au fond, observant, calculant. « Messieurs, commença Hayes avant de se reprendre, et maître Donovan, nous avons une cible. » Le projecteur s'alluma en grésillant. Un visage apparut à l'écran. Un homme d'une 40aine d'années, barbe épaisse, regard dur, habité par une certitude dangereuse. Faisal Rahim, commandant taliban, indicatif. Ghost, 47 morts de la coalition en 18 mois. IED, embuscade, attaque coordonnée de convois. Intelligent, prudent, intouchable jusqu'ici. Nouveau clic, image satellite d'un complexe de bâtiments en pierre perché sur une crête dans Raven Valley.
Le renseignement confirme sa présence. Sécurité légère. Fortification minimale. Il se croit en sécurité grâce au terrain. Encore un clic. Carte topographique. Le problème, c'est l'accès. La vallée est une souricière. Tous les axes sont à découvert. Impossible d'approcher sans se faire hacher. Callahan se pencha en avant. La distance depuis les points d'observation possibles, entre 2800 et 3200 mètres, répondit Hayes, laissant le chiffre s'installer. À peu près. Un sifflement discret parcourut la salle. Callahan secoua la tête. Mon commandant, c'est théorique. En conditions parfaites, peut-être. Mais avec les vents de vallée, le mirage thermique, l'altitude, je connais les paramètres, chef. Avec tout le respect que je vous dois, je suis bon. Vraiment bon. Mais à cette distance, dans ces conditions, sa mâchoire se crispa. C'est un pile ou face, pas un tir. Peut-être que j'ai de la chance, peut-être pas. Peut-être que Rahim bouge au mauvais moment et on vient de griller notre seule opportunité. Le silence tomba. Tout le monde savait qu'il avait raison. Le record confirmé dépassait à peine les 2400 mètres, réalisés dans des conditions idéales. Là, on parlait d'un demi-kilomètre de plus. Mon commandant. La voix de Sarah, douce mais nette, coupa l'air. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se leva et s'avança dans la lumière. Je peux faire ce tir. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis Ryan Callahan éclata de rire. Pas moqueur, simplement incrédule. Donovan, sans manquer de respect, on n'est pas sur un pas de tir de qualification. Là, c'est le combat. Des conditions réelles. Je sais exactement ce que c'est, chef. Les yeux de Sarah ne quittèrent pas Thomas Hayes. Le record confirmé de mon grand-père était de 286 mètres. Corée, hiver 1951. Un nid de mitrailleuses ennemies. Le premier tir de cette distance dans l'histoire du corps des Marines. Elle marqua une pause. J'ai dépassé cette distance à de nombreuses reprises, dans des conditions qui feraient passer Raven Valley pour un terrain facile. Hayes la détailla longuement. « Vous êtes sérieuse ? » ?»« Oui, mon commandant. »« Vous comprenez ce que vous proposez ? Si vous manquez Rahim, il disparaît. Et pendant qu'on le traquera à nouveau, des centaines de soldats mourront. Chacune de ces morts pèsera sur vous. »« Je comprends, mon commandant. » Sa voix ne trembla pas. Je comprends aussi que le chef Callahan vient de vous dire qu'il ne peut pas garantir le tir. Moi, si. Callahan se leva brusquement. Il la dépassait de 15 cm, faisait presque le double de son poids. Commandant, j'ai besoin de vous parler en privé. Ce que vous avez à dire, dites-le ici. Sûr, elle n'a jamais fait ça en situation réelle. C'est du personnel de soutien. Il nous faut quelqu'un qui a plus d'expérience à rater, coupa Sarah. La température sembla chuter d'un coup. Hayes leva la main. Donovan, vous avez du cran. Personne ne peut vous enlever ça. Mais le chef Callahan a raison sur un point. Le combat, ce n'est pas le stand. Alors voilà ce qu'on va faire. Demain matin, 0600. Vous serez au pas de tir longue distance, 2400 mètres. Condition aussi proche du réel que possible. Vous réussissez ce tir et on reparle. Sarah hocha simplement la tête. Oui, mon commandant. Repos. Cette nuit-là, Sarah était seule dans ses quartiers. Une boîte en contreplaqué qui méritait à peine le nom de chambre. Un lit de camp, un coffre, une ampoule nue suspendue au plafond. Sur la couverture reposait un carnet de cuir, assoupli par les années et les mains qui l'avaient ouvert. Les pages jaunies étaient là couvertes d'une écriture serrée, de chiffres, de schémas. Elle l'ouvrit avec précaution. La reliure craqua comme des os anciens. Sergent-chef William Donovan, journal personnel, Corée, 1951. Les premières entrées étaient sèches, presque médicales. Estimation de distance, calcul de vent, tir confirmé consigné avec autant d'émotion qu'une liste de courses. Puis, aux 3/4 du carnet, le ton changeait. 14 novembre 1951. J'ai réalisé aujourd'hui le tir le plus long de ma carrière, 286 mètres. Observateur ennemi. Nord-coréen, intégré à une unité chinoise. Je l'avais parfaitement dans la lunette, 19 ans peut-être. Terrorisé, tremblant. Conditions idéales, pas de vent, image nette, mon spotter me pressait. Tir, maintenant. Je n'ai pas appuyé. Je l'ai observé 2 minutes entières. J'ai vu le moment où il a compris qu'il était pris. Où il a choisi de fuir plutôt que d'appeler notre position. Il a vécu. 40 hommes de mon unité ont vécu parce qu'il a couru au lieu de transmettre. Ils m'ont traduit en cours martial, refus d'engagement.
On a dit que j'avais compromis la mission, peut-être, mais certaines décisions dépassent les ordres. Certaines formes de clémence valent leur prix. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. C'est celui qu'on choisit de ne pas faire. Sarah suivit les lignes du bout du doigt. Elle connaissait ce passage par cœur. Son grand-père n'avait jamais parlé de la Corée, jamais raconté la guerre. Il se contentait de l'emmener chaque été au ranch, d'installer des cibles à des distances absurdes et de lui enseigner les mathématiques de la mort. Le tir, c'est de la physique, disait-il de sa voix râpeuse, usée par 60 ans de cigarettes. Vitesse du vent, densité de l'air, effet Coriolis, dérive gyroscopique. Tu prends chaque variable en compte, tu fais le calcul, tu t'engages dans la solution. Le reste, c'est du bruit. Elle avait 8 ans, la première fois qu'elle avait tiré avec son Remington 700. Le recul l'avait projeté sur le dos. Il avait ri, l'avait relevé, corrigé sa posture, et lui avait fait recommencer. À 12 ans, elle battait déjà des adultes en compétition locale. À 16 ans, elle réussissait des tirs que des chasseurs chevronnés qualifiaient d'impossibles. À 20 ans, elle savait qu'elle serait marine. L'école de tireurs d'élite avait failli la briser. Pas physiquement. Elle était plus solide qu'elle n'en avait l'air, capable de porter 30 kilomètres, un sac complet, sans transpirer. Mais mentalement, les instructeurs ne voulaient pas d'elle. Ils l'avaient fait comprendre sans détour. Une femme était une distraction, un risque, un coup de communication. Ils lui avaient donné toutes les raisons d'abandonner. Elle sortit première de sa promotion, puis elle passa à la Navy, demanda la formation JTAC, et tout le monde pensa qu'elle craquait. Trop de pression, qu'elle cherchait quelque chose de plus sûr, de plus simple. Ils avaient tort. Sarah referma le carnet et le reposa soigneusement dans le coffre. Demain matin, elle prouverait à quel point. Allongée sur son lit, elle refit les calculs. 2400 mètres, altitude, température, vent. Le Remington, 700 entre ses mains, modifié selon les spécifications de son grand-père. La lunette, qui avait déjà vu passer plus de 10 000 coups. Elle ferma les yeux et visualisa le tir, la cible au loin, la trajectoire, l'impact. Dans son esprit, c'était déjà accompli. Le soleil n'avait pas encore franchi les crêtes du Karakoram lorsqu'elle arriva au pas de tir. L'air était mince, glacé. Le givre accrochait encore les pierres. Ace était déjà là, buvant du café dans une gourde métallique. Callahan se tenait à côté de lui, bras croisés, visage impassible. 4 autres cils étaient venus observer. La rumeur avait circulé. Donovan, la buée de Ace formait de petits nuages. « Votre arme !» Sarah ouvrit l'étui. Le Remington 700 scintilla dans la pénombre de l'aube, calibre .338. L'Apua Magnum, canon custom, munitions rechargées à la main. La lunette Night Force attaque, grossissement 7,35 cardiaque, réglage de parallaxe jusqu'à 3000 yards. Elle était prête. Le fusil de son grand-père. Celui qu'il avait utilisé en Corée, reconstruit, modernisé, amélioré. Mais portant toujours le même numéro de série gravé dans l'acier du boîtier depuis plus de 60 ans. Cible à 2400 mètres, annonça Thomas Hayes en désignant le fond du pas de tir. Vent variable entre 8 et 12 miles à l'heure. Température 6 degrés en hausse. Humidité faible. Il la regarda droit dans les yeux. 5 cartouches, faites-les compter. Sarah acquiesça sans un mot. Elle sortit un petit carnet et se mit à calculer. Autour d'elle, les cils observaient en silence. Elle consulta le kestrel accroché à son gilet, nota la direction du vent, la température, la pression atmosphérique. Son crayon courait sur le papier, fluide, presque instinctif, comme si les chiffres coulèrent d'eux-mêmes. Ryan Callahan n'y tint plus. « Qu'est-ce que tu calcules, exactement ?»« Tout. » Elle ne leva même pas les yeux. La température modifie la densité de l'air. Moins de densité, moins de chute. L'humidité est négligeable. Le vrai problème, c'est le vent. Il est instable, tourbillonnant. J'attends un motif. Elle activa le télémètre. Distance confirmée, 2400 mètres, environ 7200 pieds. Et l'altitude ici est de 7400 pieds au-dessus du niveau de la mer, ajouta Callahan. On peut se passer du cours de balistique. Laissez-la travailler, coupa Hayes, le ton sans appel. Le crayon reprit sa danse. Chute de balle à cette distance avec du pont 338 000 Lapua Magnum, en tenant compte de l'altitude et de la température, 42,3 MOA. Elle releva la tête et croisa le regard de Callahan. 1 minute d'angle, c'est environ 1 pouce à 100 yards,
À 2400 yards, une Moa fait 60 cm. Elle marqua un temps. Si je me trompe de seulement une demi-Moa, je rate de 30 cm. À cette distance, presque, n'existe pas. Alors comment tu compenses ça ? Demanda-t-il. Par la pratique, la répétition, et le fait de connaître son arme au point qu'elle devienne une extension de soi. Ses mains se posèrent sur le fusil. Elle vérifia la culasse, la détente, accepta mentalement qu'il existe des variables qu'on ne maîtrise pas. À un moment, il faut s'engager dans la solution et faire confiance à l'entraînement. Elle se mit en position, allongée, bipieds déployés, corps parfaitement aligné dans l'axe du canon. Le soleil passa enfin la crête des montagnes, inondant la vallée d'une lumière dorée. Dans la lunette, la cible n'était plus qu'une plaque d'acier à peine visible, silhouette humaine minuscule perdue dans l'immensité. « Le vent se calme, » murmura Sarah, « de 8 à 6, 5. » Elle observa. Le motif se stabilise. Hayes suivait la scène aux jumelles. Callahan, à côté d'elle, traquait la cible avec sa propre optique. La respiration de Sarah ralentit. Inspirer, expirer, chaque souffle mesuré, contrôlé. Son rythme cardiaque descendit. 70 battements, 60, 50, une technique de concentration que son grand-père lui avait apprise, empruntée aux tireurs olympiques. Réglage, murmura-t-elle pour elle-même. 42,3 MOA en élévation, vent 6 miles à 2 heures, correction de 4,8 MOA à droite. Ses doigts tournèrent les tourelles. Clic, clic, clic. Chaque cran était précis, irréversible. Prête. Le monde se réduisit au réticule. À cette distance, la cible n'était plus qu'un point, presque confondu avec la roche. Son doigt trouva la détente. Une pression nette, à peine plus d'1,5 kg, exactement comme son grand-père l'avait réglé. Elle expira à moitié, bloqua. Entre deux battements de cœur, elle pressa. Le Remington 700 tonna. Le recul frappa son épaule, mais elle absorba l'impact, resta dans l'axe, l'œil collé à la lunette. 3 secondes de vol. La balle plonge, puis remonte à l'apogée de sa trajectoire avant de redescendre vers la terre. Le vent la pousse à droite. La dérive gyroscopique l'entraîne encore. La gravité fait son œuvre. La plaque d'acier sonna, claire, métallique, plein centre. « Putain !» lâcha quelqu'un derrière elle. « Continue !» ordonna Hayes. Sarah arma de nouveau, respira, calcula. « Rafale à 10 miles !» annonça Callahan. Variable. Elle ajusta, attendit. Le vent vivait, poussait, reculait, changeait d'humeur. Elle observa les fanions au loin, lut leurs mouvements, trouva le rythme. Deuxième tir, impact. Le vent monte, prévint Callahan. 12, 15, reçu. Elle recalcula mentalement. Plus de correction latérale. La cible dansait désormais dans le mirage thermique, l'air chauffé par le soleil déformant l'image. Troisième tir, trop haut, trop à droite, environ 15 cm. Corrige, dit Hayes. Déjà fait. Elle l'avait senti au départ du coup. Une micro-erreur, une traction imperceptible. Elle ajusta, respira, réinitialisa. Quatrième tir, plein centre. Hayes abaissa ses jumelles et regarda Callahan. La mâchoire du chef se crispa, comme s'il mâchait des cailloux. Commandant... Encore un. Rendez-le difficile. Hayes acquiesça. Donovan, restez en position. On déplace la cible. 2 SEAL partirent en courant. Ils ne se contentèrent pas de la déplacer latéralement. Ils la placèrent en biais, partiellement masquée par des rochers. Moins visible, moins de surface exploitable. Lorsqu'ils revinrent, Hayes consulta son télémètre. Nouvelle distance, 2450 mètres. Rafale jusqu'à 18 miles à l'heure. Cible inclinée à 45 degrés. Il la fixa. Il vous reste une seule cartouche. Sarah se recula légèrement, cligna des yeux pour chasser la fatigue. Elle reprit le kestrel. Nouveau calcul. La cible inclinée réduisait encore la surface utile. La marge d'erreur fondait. Le vent était désormais chaotique, tourbillonnant dans toute la vallée. 90 secondes. Sa main glissait sur le carnet, chiffres, corrections, projections. « C'est ce tir-là, » dit-elle à voix basse. « Celui qui compte. » Elle reprit sa position, retrouva la cible dans la lunette, à peine un éclat d'acier derrière la roche. Le vent devenait fou. Rafale. Accalmie. Nouvelle rafale. Elle attendit. 30 secondes. 60. Hayes changea d'appui, visiblement tendu. Sarah, elle, resta immobile. La voix de son grand-père résonna dans sa tête. La patience est plus importante que le talent. Tu peux être le meilleur tireur du monde.
Si tu tires au mauvais moment, tu rates. Attends, ton moment viendra. Elle attendit 90 secondes. Le vent tomba. 5 secondes de calme relatif. Le doigt de Sarah trouva la détente. Elle expira, bloqua. Entre deux battements de cœur, elle pressa. Le Remington parla. 4 secondes de vol. La balle fendit l'air du matin, grimpa sur sa trajectoire, lutta contre le vent, la gravité, contre chaque loi de la physique qui cherchait à la tirer vers le bas. La plaque d'acier résonna. Pas plein centre, mais un impact net, solide, indiscutable. Thomas Hayes abaissa lentement ses jumelles et se tourna vers Ryan Callahan. Le chef fixa la cible au loin un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Commandant, elle a réussi tous les tirs sauf un, dans des conditions qui m'auraient non fait ranger mon arme. » Il inspira profondément. « Et le dernier ? Cible inclinée, vent instable. Je ne l'aurais pas tenté. » Il marqua une pause. « Elle est meilleure que moi. » Callahan regarda Sarah. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du respect. « Meilleure que tous ceux que j'ai vus. » Hayes s'approcha. Sarah était encore allongée, l'œil dans la lunette. Donovan, debout. Elle se releva et passa la sangle du fusil sur son épaule. « Demain matin, 0800. Briefing opérationnel. Apportez ce fusil. Apportez le journal de votre grand-père. Apportez tout ce que vous savez sur le tir longue distance. » Son visage était dur comme la pierre. « Vous êtes le tireur principal de l'opération Silent Horizon. Callahan sera votre spotter. Et si vous ratez, on meurt tous. » Sarah claqua les talons. « Compris, mon commandant. » Repos. Alors qu'elle s'éloignait, étui à la main, Callahan s'approcha de Hayes et baissa la voix. « Sœur, vous êtes sûre de vous ? Vous venez de dire qu'elle est meilleure que moi. » Au tir, oui. Mais en combat, chef, je l'ai vue attendre 90 secondes pour le vent. La plupart des snipers auraient forcé le coup. Elle a attendu que les conditions soient justes. Hayes se tourna vers lui. « C'est ce genre de patience sous pression qu'il me faut. Pas un cow-boy qui pense pouvoir vaincre la physique à la seule force de sa volonté. » Callahan hocha lentement la tête. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Hayes sortit une chemise cartonnée de l'intérieur de sa veste, l'ouvrit. À l'intérieur, une seule photo, manifestement prise à très longue distance, un homme blanc, fin quarantaine, équipement tactique, regard froid. « Classifié TSSCI » dit Hayes, « mais vous devez savoir dans quoi on met les pieds. » Callahan étudia l'image. « Qui est-ce ? Le colonel Ethan Cross, ancien du GSOC, l'un des meilleurs snipers que ce pays ait jamais produit. Record confirmé, 3089 mètres, Irak 2007. Je me souviens. Et alors ? » La voix de Hayes se fit plate. Cross a disparu en 2009, officiellement à Wall, puis déclaré mort. Il releva les yeux. Sauf qu'il ne l'est pas. Il est vivant. Et il travaille comme conseiller mercenaire pour les talibans. C'est lui qui protège Faisal Rahim. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit de Callahan. Pale Horse, le sniper qui a descendu 15 des nôtres. Il blêmit. C'est lui ? Confirmé. Communication interceptée il y a 3 jours par la DIA. Il est dans Raven Valley. Il forme les combattants aux techniques de contre-snipping. Il leur apprend tout ce que nous lui avons appris. Donc Rahim n'est qu'un prétexte ? Exactement. Hayes serra les mâchoires. Rahim est l'appât. Cross est la vraie cible. Et l'agence veut qu'on l'élimine. Discrètement, pas de procès, pas de publicité, pas de questions sur la façon dont un héros américain est devenu un traître. Juste une balle tirée de loin. Et un corps qui ne rentre jamais. Callahan resta silencieux. Et vous envoyez Donovan ? Cross a été formé selon la même doctrine que le grand-père de Sarah. Il a étudié les méthodes de William Donovan. Il a voulu les dépasser. Quand il a réalisé son tir à 3049 mètres, vous savez ce qu'il a déclaré ? Hayes marqua une pause. Il a dit que ce tir était dédié à la mémoire du sergent-chef Donovan, qu'il voulait honorer l'héritage. Bordel. Sarah ne le sait pas encore, ni que Cross est américain, ni le lien avec son grand-père. Mais c'est elle qui doit faire ce tir. Hayes referma la chemise. Parce que si quelqu'un peut battre Cross à son propre jeu, c'est la femme qui a hérité du don de William Donovan. Quand est-ce que vous lui dites ? Ce soir. Briefing privé, elle seule. Hayes se détourna vers les bâtiments de Fob Ironclaw.
Reposez-vous, chef Pienzum, chef. Demain, on entre dans la préparation réelle, et cette mission va devenir sale. L'impact fut presque physique. Un Américain. Il chassait un Américain. Un traître américain responsable de 15 morts dans les rangs de la coalition. Thomas Hayes se pencha en avant. Ethan Cross a étudié le travail de votre grand-père. Quand il était encore à Fort Bragg, il a passé des mois à disséquer chacun de ses tirs. Chaque rapport, chaque opération. Il était obsédé par l'idée de dépasser l'héritage Donovan. L'esprit de Sarah s'emballa. Le tir à 3089 mètres, il l'a dédié à mon grand-père. Il a dit qu'il honorait la tradition. Le regard de Hayes se durcit. Puis il a pris tout ce que nous lui avons appris et l'a vendu à l'ennemi. Il marqua une pause. Alors non, Sarah. Ce n'est plus une question d'honneur. C'est une question d'arrêter un traître avant qu'il ne tue encore plus des nôtres. Pourquoi moi ? Parce que Cross se voit comme l'héritier de votre grand-père. Il croit l'avoir surpassé. Hayes la désigna du doigt. Mais la véritable héritière, c'est vous, le sang, la formation, la discipline. Et si quelqu'un peut battre Cross à son propre jeu, c'est une Donovan. Sarah referma lentement le dossier. Les ROE, autorisation de tir létal. Aucun avertissement, aucune tentative de capture. Hayes la fixa. Élimination pure et simple. Il hésita, puis ajouta « J'ai besoin de savoir si vous pouvez le faire. Abattre des talibans, c'est une chose. Abattre un Américain, même un traître, c'en est une autre. Une ligne qu'on ne franchit pas sans conséquence. » Sarah pensa au journal de son grand-père, à la clémence, au tir qu'il n'avait pas fait. « Mon commandant, mon grand-père a épargné un ennemi parce qu'il a vu quelque chose à sauver, un gamin terrorisé qui a choisi de fuir plutôt que de se battre. » Elle soutint le regard de Hayes. Ethan Cross n'est pas ce gamin. C'est un tueur entraîné qui a choisi de trahir son pays et d'apprendre à l'ennemi comment tuer davantage d'Américains. Il n'y a rien à sauver. Silence. Alors, vous pouvez faire ce tir ? Je peux faire n'importe quel tir que vous me demanderez. Sarah se leva. Quand partons ? 0400 demain. Briefing complet à 0500. Insertion à 23:15. Hayes se leva à son tour. Reposez-vous. Le vol jusqu'à Raven Valley sera long. Sarah fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. Mon commandant, puis-je vous poser une question ? Allez-y. Nakis. Pourquoi ne pas l'avoir dit lors du briefing collectif ? Hayes resta silencieux un instant. Parce que dès que l'équipe sait qu'on chasse un Américain, tout change. Ils commencent à douter, à chercher une autre voie. La politique et l'éthique brouillent ce qui doit être fait. Il la fixa droit dans les yeux. Mais vous deviez le savoir. Parce que quand vous regarderez dans cette lunette à plus de 3000 mètres, quand Cross sera dans votre réticule, j'ai besoin que vous sachiez exactement qui vous tuez. Et pourquoi. Je comprends, mon commandant. Bien. Repos. Sarah passa la nuit à préparer son équipement avec la précision méthodique d'un rituel. Chaque pièce fut contrôlée, revérifiée, testée. Le Remington 700 fut démonté, nettoyé, remonté. Chaque cartouche inspectée, pesée, mesurée. Le Kestrel recalibré. Le télémètre testé sur des distances connues. À minuit, elle s'accorda un instant de doute. Assise sur son lit de camp, le journal de son grand-père sur les genoux, elle se demanda ce qu'il aurait pensé. Aurait-il approuvé ? Aurait-il vu là une justice nécessaire ou une autre version de l'acte qui l'avait conduit en cour martiale ? Elle retrouva l'entrée du 14 novembre 1951, la relut une fois encore. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long, c'est celui qu'on choisit de ne pas faire. Mais son grand-père parlait de clémence, d'humanité, du choix de ne pas tuer quand tuer aurait été plus simple. Cross avait fait ses choix. Il avait formé des Américains, puis les avait trahis. Il avait tué 15 soldats qui avaient cru en leur entraînement, en leur matériel, en leur renseignement. Il avait choisi le profit plutôt que l'honneur, l'avidité plutôt que la loyauté. Sarah referma le carnet. Certaines formes de clémence valent leur prix, avait écrit son grand-père, mais certains choix font perdre tout droit à la clémence. Elle ferait ce tir. Pas par vengeance, pas pour la gloire, mais parce que c'était juste. Parce que laisser Cross en vie coûterait d'autres vies américaines. Parce que son grand-père lui avait appris non seulement comment tirer, mais quand tirer. Et pourquoi ? À 0400, elle était prête dans la salle de briefing. Hayes se tenait devant la carte projetée au mur. L'équipe entra.
Callahan, Harding, Reed, Ortega, Kowalski, 2 autres SEAL, dont elle connaissait les visages sans les noms. Tous des vétérans, tous marqués par la guerre. Et elle. Messieurs, Maître Donovan, voici l'opération Silent Horizon. Décollage dans 6 heures. Les questions attendront la fin. Il fit défiler les images satellites. Zone cible ici, Raven Valley. Objectif principal, Faisal Rahim, commandant taliban. Objectif secondaire. Il s'interrompit une fraction de seconde. Élimination d'une cible de très haute valeur, indicatif Pale Horse. Le regard de Callahan glissa vers Sarah. Elle resta impassible. Pale Horse est un sniper ennemi, 15 Américains confirmés, professionnel expérimenté, extrêmement dangereux. Le renseignement confirme qu'il assure la protection rapprochée de Rahim. Cela signifie que nous n'affrontons pas seulement des talibans. Nous affrontons quelqu'un qui connaît parfaitement notre façon d'opérer. Hayes passa à la carte topographique. Insertion ici, à 6 km de l'objectif. Déplacement de nuit en terrain difficile. Dénivelé positif de 730 mètres. Nous établissons une position d'observation sur cette crête à 0430. Surveillance à l'aube. ROE, arme libre sur toute cible hostile. Extraction par Black Hawk depuis une LZ qui sera définie en fonction de l'exécution de la mission. La guerre venait d'entrer dans sa phase irréversible. Il posa son regard directement sur Sarah. Maître Donovan est tireur principal. Chef Ryan Callahan, spotter. Distance d'engagement estimée entre 2800 et 3200 mètres. Des questions ? Mason Reed leva la main. Mon commandant, ce sont des distances extrêmes. Quel est le plan de secours si le tir n'est pas faisable ? Il n'y en a pas. La voix de Hayes se durcit. Soit on fait le tir, soit on annule l'opération et on réessaie dans 6 mois, à supposer que Rahim ne disparaisse pas d'ici là. Il balaya la salle du regard. 15 soldats américains sont morts à cause de Pale Horse. Je n'ai aucune intention d'attendre. On fait ça correctement. On le fait maintenant, une seule fois. Plus personne ne posa de questions. Ils avaient très compris. Ce n'était pas un débat, c'était un ordre. Équipez-vous, décollage à 10 heures, repos. Les hommes se dispersèrent. Sarah resta quelques instants de plus, relisant ses notes, refaisant mentalement les calculs. Callahan s'approcha, la voix basse. « Ça va ? Ça va. Entre 2800 et 3002, c'est au-delà de ton plus long tir confirmé. » Elle leva les yeux vers lui. « Chef, avec tout le respect que je vous dois, chaque record commence par un tir que personne n'a jamais fait. » Il eut presque un sourire. Touché. Il redevint sérieux. « Souviens-toi, là-bas, je suis tes yeux et tes oreilles. Toi, concentre-toi sur le tir. Je m'occupe du reste. » Reçu. Il fit quelques pas, puis se retourna. « Donovan, pour ce que ça vaut, je suis content que ce soit toi. Pourquoi ? Parce que je t'ai vu attendre 90 secondes pour le vent. La plupart des snipers n'en sont pas capables. Ils s'impatientent, forcent le coup, et ratent. » Il secoua la tête. « Toi, tu as de l'eau glacée dans les veines. C'est exactement ce qu'il nous faut. » Quand il fut parti, Sarah resta seule dans la salle désormais vide. La carte de Raven Valley brillait encore sur le mur, ligne topographique dessinant les montagnes, la vallée, la distance démente qui la séparait de sa cible. Elle pensa à son grand-père, à la Corée en 1951, à un jeune marine, un fusil entre les mains, confronté à un choix, à Ethan Cross, obsédé par un héritage qu'il n'avait jamais réellement compris, à elle-même, 27 ans, le poids de 15 morts américaines sur les épaules et un seul tir capable d'y mettre fin. Les mathématiques étaient simples, distance, vent, température, humidité, effet Coriolis, dérive gyroscopique, des variables mesurables, calculables, contrôlables, mais il en restait une qui échappait à toute équation. L'instant où le métal rencontre la chair, l'instant où une balle met fin à une vie, l'instant où une décision devient irrévocable. Son grand-père avait choisi la clémence. Cross avait choisi la trahison. Sarah Blake Donovan choisirait la justice. Elle referma son carnet, passa la sangle de son étui sur l'épaule et sortit dans le matin encore sombre. Le soleil se levait sur le Karakoram, peignant les montagnes de teintes d'or et de sang. Quelque part, dans Raven Valley, Ethan Cross observait sans doute le même lever de soleil. Il préparait son prochain tir. Il formait la prochaine génération de combattants qui tueraient d'autres Américains. Dans moins de 24 heures, d'une manière ou d'une autre, cela prendrait fin. Sarah n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. Le tir était déjà fait.
Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Les rotors du Black Hawk battaient l'air comme le cœur d'un géant, régulier, implacable. Sarah était assise sur un siège latéral, l'étui du fusil calé entre ses genoux, regardant les montagnes défiler sous elle. Le relief ressemblait à l'échine d'une créature antique, crête déchiquetée, vallée profonde creusée par des millénaires d'érosion. 23h35, nuit complète. La cabine n'était éclairée que par des lampes rouges préservant la vision nocturne, plongeant les hommes dans des ombres écarlates. Ace était assis en face d'elle, les yeux clos. Elle savait pourtant qu'il ne dormait pas. À côté de lui, Callahan vérifiait son équipement encore et encore, avec la minutie obsessionnelle de ceux qui survivent grâce aux détails. Les autres SEALs étaient de silencieux, chacun enfermé dans son rituel d'avant-mission. Cole Harding murmurait des prières sans voix. Reed nettoyait son arme pour la 3e fois. Ortega fixait une photo qu'elle ne pouvait pas voir. Kowalski, l'infirmier, réinventoriait son sac médical, doigts glissant sur bandages et garrots comme un pianiste s'échauffant. 5 minutes, annonça le chef de soute. Ace ouvrit les yeux. Il chercha chacun du regard, reçut un hochement de tête. Quand il arriva à Sarah, il soutint son regard un peu plus longtemps que les autres. Elle inclina la tête une seule fois. Prête. Le Black Hawk s'inclina brutalement et perdit de l'altitude. Le ventre de Sarah se souleva quand les parois de la vallée se rapprochèrent à toute vitesse. Les pilotes volaient au ras du terrain, collés au relief pour éviter les radars. À cette hauteur, la moindre erreur transformerait l'appareil en carcasse fumante sur la montagne. Mais les pilotes étaient les meilleurs. L'hélicoptère s'écrasa presque dans un posé brutal, se stabilisant sur un plateau rocheux avec à peine un choc. Avant même que les patins touchent complètement le sol, Ace donnait déjà des ordres par gestes, nets, précis sous la lumière rouge. Sarah suivit Callahan hors de l'appareil, bottes sur le sol hostile. Arme levée, regard en balayage, le Black Hawk redécolla aussitôt, ses rotors projetant poussière et gaz d'échappement. Puis il disparut, avalé par la nuit. Ils étaient seuls. Le silence s'abattit sur eux comme une masse tangible. Plus de moteur, plus de radio. Seulement le vent et la respiration de 8 opérateurs ajustant leur équipement, se préparant à avancer en territoire ennemi. La main de Ace se leva. Nouveaux signaux. Formation en losange, intervalle de 50 mètres. Silence absolu. Ils se mirent en mouvement. Le terrain était impitoyable. Des éboulis instables glissaient sous les bottes, prêts à les entraîner dans la pente. Des barres rocheuses barrétonquaient la route, qu'il fallait escalader une à une. Le dénivelé était brutal, plus de 700 mètres sur 6 km, sous charge complète. Le sac de Sarah pesait près de 32 kilos. L'étui du fusil en ajoutait 7 de plus. Après le premier kilomètre, ses jambes brûlaient déjà. Elle ne se plaignit pas, ne ralentit pas. Un pas après l'autre, respiration régulière malgré l'air raréfié. Callahan avançait devant elle comme une ombre, trouvant instinctivement les passages les plus discrets entre les rochers. Sarah suivait exactement ses traces, lui accordant une confiance totale. Derrière elle, Cole Harding maintenait l'intervalle, arme basse mais prête, couvrant l'arrière. 2 heures d'ascension. Aucun mot. Uniquement des gestes. À un moment, Ace leva le poing. Tout le monde se figea. Le cœur de Sarah se mit à marteler tandis qu'elle balayait l'obscurité avec ses jumelles de vision nocturne. Le monde se transforma en un paysage irréel, plat, noyé de verres artificiels. 30 secondes plus tard, Ace fit signe d'avancer. Fausse alerte. À 04h30, ils atteignirent la position d'observation. La crête était parfaite, un promontoire rocheux offrant une vue dégagée sur toute la vallée, tout en fournissant couverture et dissimulation. Ace plaça l'élément d'assaut en retrait, prêt à assurer la sécurité. Sarah et Callahan se glissèrent jusqu'au bord de la crête et commencèrent à aménager leur cache. Callahan travailla vite, tendant un filet de camouflage, disposant des pierres pour former un parapet bas. Sarah sortit le Remington 700 et l'assembla avec une efficacité silencieuse. Chaque geste était précis, mesuré. Puis vint le Barrett M82A1, l'arme de secours, un monstre de calibre .50 capable de percer un bloc moteur. « Contrôle radio », murmura Ace. 1 à 1, les confirmations arrivèrent. Sarah appuya 2 fois sur son émetteur. Reçu 5 sur 5. Toutes les stations, ici Viper 6. Position établie. Discipline sonore maintenue. Donovan, Callahan, observation, à la première lumière. Les autres,
repos par rotation. 4 heures sur 4. Sarah s'installa derrière la lunette du Remington. Il faisait encore trop sombre pour distinguer quoi que ce soit, même avec la vision nocturne. Pourtant, elle sentait la vallée sous elle, la distance, l'espace. Elle sortit le Kestrel et releva les données. Température, 6 degrés, en baisse, vent calme pour l'instant. Mais ça changerait avec le lever du soleil. Humidité faible, pression stable. Elle nota l'altitude, ouvrit son carnet et commença à consigner les chiffres. Callahan l'observait en buvant à sa poche à eau. « Ça va ? » ?»« Ça va. » Cette montée était une vraie saloperie. « Oui. » Il eut presque un sourire. « Tu n'es pas très bavarde, hein ? » Pas grand-chose à dire. Sarah jeta un œil à sa montre. 05h00. Encore 1 heure avant la première lumière. Chef, reposez-vous un peu. Je garde l'œil. Tu es sûr ? Je ne dormirai pas avant que ce soit terminé. Callahan étudia son visage dans l'obscurité, puis hocha la tête. Réveille-moi à la première lumière. Et Donovan, pas de geste héroïque. On y va lentement. On y va intelligemment. Reçu. Il recula d'une dizaine de mètres, s'adossa à un rocher et s'endormit presque aussitôt. Sarah envia cette faculté. Son esprit, à elle, tournait à plein régime. Calcul, hypothèse. Et si le vent devenait trop instable ? Et si Cross ne se montrait pas ? Et si elle manquait ? Elle chassa les pensées parasites, se concentra sur sa respiration, sur l'instant présent, sur le poids rassurant du fusil entre ses mains. La voix de son grand-père lui revint, nette, comme s'il était assis à côté d'elle. La peur n'est qu'une variable de plus, Sarah. Tu l'intègres, tu ajustes et tu continues. Le tir se moque de ce que tu ressens. La physique s'en moque, alors respire, calcule, engage-toi. Le ciel à l'est commença à pâlir. Pas encore l'aube, le noir profond virait au gris anthracite. Sarah observa la vallée se révéler lentement, comme une photographie en train de se développer. D'abord les formes massives des bâtiments en pierre, puis les murs du complexe, puis les détails. « Chef » murmura-t-elle. Première lumière. Callahan était déjà éveillé. Il se plaça à côté d'elle, lunettes d'observation en main. Ensemble, ils balayèrent de la zone cible. Le complexe correspondait parfaitement aux images de renseignement. Bâtiment en pierre sur 2 niveaux, toit plat, mur d'enceinte d'environ 2,50 m, 4 gardes visibles sur les murs, davantage de mouvement dans la cour intérieure, 2 véhicules techniques, des pick-up Toyota armés de mitrailleuses lourdes. « Distance !» dit Callahan à voix basse. Sarah activa le télémètre laser, prenant soin d'éviter toute surface réfléchissante. 2847 mètres, environ 8540 pieds. Vent ? Elle consulta le Kestrel. 6 miles à l'heure, variable, direction entre 2 et 3 heures. Température 10 degrés. Elle monte vite. Callahan nota à son tour. On aura un mirage thermique sérieux d'ici 2 heures. Le différentiel entre nous et le fond de la vallée va déformer l'image. Sarah acquiesça. Elle l'avait anticipé. La meilleure fenêtre serait celle du matin. Assez de lumière pour voir clairement avant que la chaleur ne fasse vibrer l'air. « Mouvement !» souffla Callahan. « Balcon du 2e étage. » Sarah bascula le Remington sur la cible. Dans la lunette Night Force, grossissement poussée au maximum, un homme apparut. La quarantaine, barbe fournie, vêtements traditionnels, une petite tasse à la main, du thé probablement. « C'est lui !» murmura-t-elle. « C'est Rahim. » Elle inspira. Confirmation. Cible identifiée. Ryan Callahan activa sa radio. Viper 6, ici Ghost 2. Cible primaire repérée, balcon du 2e étage. La réponse de Thomas Hayes arriva, calme, maîtrisée. Reçu. Maintenez. Recherche de Pale Horse en cours. Sarah élargit aussitôt son balayage, inspectant les bâtiments alentours, les lignes de crête, chaque point dominant. Quelque part, là dehors, Ethan Cross observait. Elle le sentait, cette démangeaison familière entre les omoplates, la sensation d'être elle-même dans un réticule. « Chef » murmura-t-elle, « il sait qu'on est là. » »« Comment tu peux en être sûr ? » »« Parce que c'est exactement ce que je ferais. » Elle ne cessait de scruter. « On expose la cible principale comme appât. On attend que le sniper se révèle. Et on l'élimine. » Elle marqua une pause. Cross a étudié les méthodes de mon grand-père, celle-ci en faisait partie. Callahan se figea. Tu dis qu'on est tombé dans son piège ? Je dis qu'il est assez bon pour deviner où on placerait une position d'observation, et assez patient pour attendre qu'on s'engage.
Il transmit aussitôt. Viper 6, Ghost 2. Donovan signale possible piège de contre-snipping. Demande autorisation de déplacement. Un grésillement. Puis la voix de Hayes. Négatif. Trop exposé pour bouger maintenant. Restez en place. Trouvez Cross avant qu'il ne vous trouve. Sarah intensifia encore son balayage. Pas seulement les positions évidentes. Crête opposée, hauteur dominante. Cross savait qu'elles étaient évidentes. Il se serait placé ailleurs, à un endroit inattendu, avec une ligne de tir parfaite, mais sous un angle que personne n'anticiperait. Le soleil franchit enfin la crête. Une lumière dorée, brutale, inonda la vallée. Les ombres devinrent tranchantes comme des lames. Chaque roche se détacha avec une netteté presque irréelle. Et soudain, contact. Sa voix n'était qu'un souffle. Crête adjacente, 11 heures, environ 3100 mètres. Callahan braqua sa lunette d'observation. Je ne vois rien. Cherche un reflet. Il a une optique. L'angle est bon. Un éclat. Infime. Une fraction de seconde. Le soleil accrochant du verre. Je le vois, murmura Callahan. Putain. C'est une position de malade. Comment tu as... C'est celle que mon grand-père aurait choisie. Sarah calculait déjà. Nouvelle distance. Angle différent. Le vent serait perturbé par les courants transversaux de la vallée. Distance cible secondaire, 3112 mètres, environ 9300 pieds. Son esprit passa en revue la balistique, plus loin. Plus de chute, plus de dérive, plus de temps pour que chaque variable fasse dérailler le tir. Le point 338, la poix, pouvait atteindre cette distance, mais la précision serait dégradée. La marge d'erreur se mesurait désormais en centimètres. « J'ai le tir, dit-elle, difficile, mais faisable. » Callahan transmit Ghost 2 à Viper 6. Cible secondaire acquise. Crête adjacente. Distance 3112. Donovan a le tir. Pause. Peut-elle engager ? Callahan regarda Sarah. Elle soutint son regard, parfaitement calme. Affirmatif. Elle l'a. Tenez-vous prêts. J'allais... La transmission se coupa net. Pas de parasite. Juste le silence. Puis le son leur parvint. Un claquement sec, plat, répercuté par l'écho de la vallée. Sans équivoque. Fusil de gros calibre. « Contact !» cria quelqu'un à la radio. « Sniper, tout le monde à couvert !» lança Hayes. Le cœur de Sarah s'emballa. Elle chercha frénétiquement la source du tir. Mais Cross avait déjà bougé, elle le savait. Ce coup avait été tiré depuis une position qu'il n'utiliserait jamais deux fois. Ghost 2 à Viper 6. Un coup tiré. Manquait la cible principale d'environ 40 cm. Cross est mobile, visuel perdu. Sarah scruta la vallée. Où irait-il maintenant ? Où irait-elle à sa place ? La réponse s'imposa aussitôt. Plus près. Assez près pour que le prochain tir ne rate pas. Chef, il se repositionne pour améliorer son angle, probablement en réduisant la distance de 5 à 800 mètres, cherche des positions entre 2300 et 2500. Callahan balaya rapidement. 10 heures. Crête basse. J'ai du mouvement. Sarah bascula sa lunette. Aperçut un fragment, un tissu, peut-être la crosse d'un fusil, puis plus rien. Pas de tir clair, il joue intelligemment. Il bouge sans jamais s'exposer. Callahan reprit la radio. Viper 6, Ghost 2, Cross réduit la distance. Estimation actuelle, environ 2400 mètres. Situation critique, aucun tir dégagé. Reçu. La voix de Hayes était tendue. Nous engageons des cibles dans le complexe. Feu ennemi multiple. Les talibans convergent depuis 3 axes. La situation se dégradait à vue d'œil. Sarah entendait désormais les tirs, le claquement sec des M4, le martèlement plus lourd des AK-47. Les combattants attendaient. En embuscade, Cross avait tout préparé. « Chef, vérifie ta poche cargo droite. » Callahan fronça les sourcils. « Quoi ? Fais-le. » Il tâta la poche, se figea. Son visage pâlit lorsqu'il en sortit un petit appareil. Un téléphone satellite, fabrication chinoise, clairement pas du matériel américain. « Bordel, c'est quoi ça ? Soit tu es la taupe, dit Sarah d'une voix neutre, soit quelqu'un t'a planté ça dessus. Dans les deux cas, c'est comme ça que Cross savait qu'on arrivait. » Callahan fixa l'appareil comme une grenade dégoupillée. Je ne... Il leva la tête vers la radio. « Commandant, on a un problème. » La voix de Sarah resta froide, clinique. « Chef Callahan possède un téléphone satellite non standard. Quelqu'un a transmis nos informations à Cross. »« Callahan, vous voulez m'expliquer ça ?» gronda Hayes. «
Mon commandant, je jure que je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Je ne l'ai pas mis. Jamais. On verra plus tard. La priorité, c'est maintenant. Cross est actif et on prend le feu de 3 côtés. Donovan, pouvez-vous engager ? Sarah balaya de nouveau la vallée. Cross était là quelque part, en mouvement. Préparant son prochain tir, chaque seconde qu'il restait libre mettait l'équipe en danger. Elle devait le trouver, le fixer, le clouer. Mais pour l'instant, il n'y avait toujours pas de tir clair. Et il est trop bien dissimulé. Alors force-le à se montrer. La voix de Thomas Hayes avait une dureté nouvelle, tranchante. Ghost 2, ici Viper 6. Mission compromise, on brûle l'opération. Les appareils d'extraction sont à 40 minutes. Tenez la position. Restez en vie. On réglera le reste à la base. 40 minutes. Une éternité en zone de combat. L'esprit de Sarah s'emballa. Ils étaient cloués sous le feu, avec un sniper hostile qui connaissait précisément leur position. Chaque seconde empirait la situation. « Chef, dit-elle doucement, ce téléphone, tu penses que Dizzy qu'il l'a été placé quand ?» Ryan Callahan avait le visage livide. « Aucune idée. Pendant la préparation, le vol, même durant l'ascension. Je ne vérifie jamais cette poche. Elle est toujours vide. Regarde l'historique d'appel, maintenant. » Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il activa l'appareil. Il fit défiler l'écran, blêmi davantage. Il n'y a qu'un seul numéro, et il a appelé plusieurs fois. Dernière transmission. Il jeta un coup d'œil à sa montre, calcula. 20 minutes avant l'insertion, les coordonnées ont été envoyées. Le sang de Sarah se glaça. Quelqu'un à FOB Ironclaw les avait trahis. Quelqu'un qui connaissait la mission, l'insertion, chaque détail, et qui avait tout transmis à Ethan Cross. « Mon commandant, dit-elle dans la radio, la personne qui a placé ce téléphone est à la base. Quelqu'un avec accès à la planification. Quelqu'un qui connaissait nos coordonnées de LZ. » Silence radio. Quand Ace répondit, sa voix était une colère parfaitement maîtrisée. « Reçu. On s'en occupera. Concentrez-vous sur Cross. Il faut l'abattre. » Sarah reprit son balayage. Le problème était limpide. Cross avait tous les avantages. Il connaissait leur position. Il avait préparé le terrain. Il était mobile, eux non. La seule façon de le battre était de penser comme lui. Que ferait son grand-père ? La réponse s'imposa. Changer les règles, cesser de réagir, forcer l'adversaire à agir. « Chef, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je t'écoute. Raïm est toujours sur le balcon, tranquille. Cross le protège, donc il couvre le complexe. » Elle inspira. « On tire sur Raïm, on oblige Cross à réagir. » Les yeux de Callahan s'écarquillèrent. « Tu parles d'un appât. Tu te mets en appât. Je nous mets tous les deux en appât, mais c'est la seule façon de le faire sortir. » Ses mains étaient parfaitement stables sur le fusil. On élimine Raïm. Cross perd son objectif principal. Il devra soit nous engager, soit accepter l'échec. Dans les deux cas, il révèle sa position. Elle fixa Callahan. « Et s'il te prend pour cible pendant que je suis sur Raïm, alors je le prends. » Un silence. « Chef, je sais que tu n'as pas posé ce téléphone. Je sais que tu n'es pas un traître. J'ai besoin de tes yeux pendant que je suis dans la lunette. Tu peux faire ça ?» Quelque chose se durcit dans le regard de Callahan. Le doute disparut, remplacé par une détermination froide. « Oui, je peux. » Il transmit aussitôt. « Viper 6, Ghost 2. Nous engageons la cible primaire pour forcer la secondaire à se dévoiler. Tenez-vous prêts. Négatif, Ghost 2, mission annulée, extraction en cours. Sûr, si on ne prend pas Cross maintenant, il disparaît. Et 40 autres Américains mourront pendant qu'on le cherchera. C'est maintenant ou jamais. » La voix de Sarah était calme, inébranlable. « Je peux faire ça. » Un long silence. Elle imagina Ace pesant chaque option. Enfin, « Vous avez un tir, un seul, faites-le compter. » « Toutes les stations, » ajouta-t-il, « feu de couverture à mon signal, on donne de l'air à l'équipe sniper. » Sarah se cala derrière le Remington. Elle trouva Faisal Raïm dans la lunette, toujours là, observant les combats dans la vallée comme un spectacle. Distance 2847 mètres. Vent 8 miles en hausse vers 10. Température 23 degrés. Mirage thermique en formation. Les chiffres défilèrent dans son esprit. Chute de balle, altitude et température comprises. 43,7 MOA. Dérive du vent 6,2 MOA à droite. Effet Coriolis 1,1 MOA à gauche. Dérive gyroscopique 6 MOA à droite. Correction finale 43,7 en élévation.
6,7 à droite, ses doigts tournèrent les tourelles. Clic, clic, clic. Le vent bouge, murmura Callahan. 12 miles, rafale à 15. Elle recalcula instantanément. Plus de dérive, moins de marge. Le problème, c'était les rafales, imprévisibles. Elle observa la vallée, la poussière, les drapeaux improvisés, la végétation. Un motif. Cycle de 7 à 8 minutes, dit-elle. Fenêtre de 30 secondes quand ça se stabilise à 10. Prochaine fenêtre dans 4 minutes. Reçu. J'annonce. Sarah attendit. Respiration lente, rythme cardiaque sous contrôle. Dans sa vision périphérique, Callahan balayait la vallée, traquant Cross, prêt à parler au moindre éclat. En contrebas, la fusillade s'intensifiait. L'équipe de Ace engageait les talibans pour créer du chaos, pour offrir à Sarah l'espace nécessaire. Des traçantes zébraient l'air. Le martèlement sourd d'une M249 déchirait la vallée. 3 minutes, annonça Callahan. Sarah entra dans cet état que son grand-père appelait la zone. Tout le reste s'effaça. Il n'y avait plus que le tir. La respiration ralentit encore. La vision se fit d'une netteté presque douloureuse. Le fusil n'était plus un outil, c'était une partie d'elle. 2 minutes, dit Callahan. Le vent commence à tomber. Sarah ne cligna pas des yeux. Dans la lunette, Faisal Rahim reposa sa tasse de thé, se leva et commença à se tourner vers la porte. « Il bouge », murmura Sarah. 1 minute. Reste sur lui. Rahim s'arrêta, sortit un téléphone portable, passa un appel, gesticula de la main libre. Il était là, parfaitement exposé. S'il rentrait à l'intérieur, l'occasion disparaîtrait. 30 secondes, annonça Callahan. Vent à 12, ça tombe à 10, 9, 8. Il se stabilise. Le doigt de Sarah trouva la détente. 1,5 kg de pression. Net, continue. Fenêtre ouverte. Tire. Rahim parlait au téléphone, animé, totalement inconscient. Sarah expira à moitié, bloqua. Un battement, 2. Dans cet instant suspendu hors du temps, elle pressa. Le Remington tonna. Le recul frappa son épaule. Elle accompagna le mouvement, resta dans l'axe, l'œil collé à la lunette. 3 secondes de vol. La balle grimpa sur son arc, poussée par le vent, tirée par la gravité, tournoyant dans un air qui s'affinait à mesure qu'elle montait. Dans la lunette, la tête de Rahim partit en arrière. Il s'effondra, pantin au fil sectionné. Le téléphone rebondit sur le sol du balcon. Touché, souffla Callahan. Bon impact. Cible primaire neutralisée. Mais Sarah avait déjà déplacé son réticule. Où est-il ? Contact. 11h30. Crête basse. Il se repositionne. Sarah pivota le fusil, aperçut un mouvement. Et pour la première fois, elle vit Ethan Cross clairement. Position couchée. Fusil de fabrication russe, tenue ghillie parfaitement intégrée au terrain. Il était en train de se mettre en batterie pour riposter. La distance était limite pour le Remington. Pas impossible, mais la précision serait trop dégradée. Je change d'arme. Ses gestes furent fulgurants. Le Remington glissa de côté. Elle tira le Barrett M82A1 vers elle. Le calibre .50 était conçu pour le matériel, les véhicules, les structures légères, mais il pouvait atteindre bien au-delà de 3 km. Elle déploya le bipied, se cala derrière la masse du fusil. Distance 3047 mètres. Il te prend pour cible, prévint Callahan. 10 secondes, peut-être moins. Les calculs fusèrent dans l'esprit de Sarah. Balistique différente, projectile plus lourd, trajectoire distincte, mais cette arme, elle la connaissait. Elle l'avait domptée. Cross était presque prêt. Elle le voyait régler sa lunette, la chercher, la trouver. Pas le temps pour la perfection, juste le temps pour suffisamment juste. Elle stabilisa sa respiration. Visa. Fit confiance à son instinct plus qu'aux chiffres. Elle pressa. Le Barrett rugit comme un coup de tonnerre divin. Le recul fut colossal, la repoussant malgré le bipied. Le frein de bouche projeta une onde de choc latéral, soulevant poussière et débris autour de sa position. Dans la lunette, elle vit le fusil de Cross exploser. La lunette vola en éclats dans une pluie de verre et de métal. Cross roula sur le côté, rampant pour se mettre à couvert. « Arme touchée !» cria Callahan. « Il est aveugle !»
Sarah arma déjà de nouveau, mais Cross était rapide, trop rapide. Il disparut derrière les rochers. Elle tira encore. Le projectile de calibre .50 arracha des blocs entiers du rocher qui lui servait d'abri. Mais il était déjà parti. Il s'est déplacé. Visuel perdu. Toute d'une station, ici Viper 6. Cible primaire éliminée, cible secondaire engagée, statut inconnu. Repli vers la LZ, maintenant. Vite. L'équipe rompit le contact, progression alternée par binôme, feu et mouvement, créant de l'espace face aux combattants talibans. Sarah et Callahan démontèrent la cache avec une urgence maîtrisée, empaquetant les armes, effaçant toute trace. Ghost 2, ici Viper 6. Statut du téléphone satellite, Callahan jeta un regard à l'appareil posé sur la roche. Toujours là, mon commandant. Emportez-le. On va découvrir qui nous a vendus. Ils décrochèrent déjà, reprenant l'itinéraire d'approche. Privés de chef, les talibans étaient désorganisés, mais encore nombreux. Les balles sifflaient, ricochaient contre la pierre. Harding couvrait la retraite par rafales courtes et précises. Sarah avançait, l'étui du fusil sur le dos, arme en main, balayant les angles. Ses jambes brûlaient, ses poumons cherchaient l'air rare. Derrière eux, les tirs s'espacèrent peu à peu. 35 minutes plus tard, ils atteignirent la LZ, épuisés, munitions basses. Les Blackhawks surgirent, se posant à peine avant que l'équipe ne se jette à bord. Sarah fut la dernière à monter. Callahan l'attrapa et la tira à l'intérieur, tandis que l'appareil décollait déjà. Par la porte ouverte, elle vit la vallée s'éloigner. De la fumée montait du complexe. Rahim était mort. Cross était blessé, son arme détruite, sa mission un échec. Mais il était vivant. Et vivant signifiait dangereux. Ace circula dans la cabine, vérifiant chaque opérateur. Arrivé à Callahan, il tendit la main. Le téléphone. Callahan le lui remit. Ace l'examina, le visage dur comme la roche. De retour à la base, personne ne parle de ça. À personne. Pas avant qu'on sache qui a placé ce téléphone. Il fixa Sarah. Quelqu'un à FOB Ironclaw nous a trahis. Quelqu'un avec accès aux opérations classifiées. Et tant qu'on ne sait pas qui est digne de confiance, personne. Sarah hocha la tête. Son esprit, déjà, tirait les conséquences. La planification de la mission avait été strictement compartimentée. Seuls Thomas Hayes, Ryan Callahan et une poignée d'officiers à la base connaissaient les détails. Les coordonnées d'insertion, le timing, la cible précise. Dans ce cercle réduit, il y avait un traître. Le Black Hawk inclina brutalement, mettant le cap vers l'espace aérien ami. Sarah ferma les yeux et laissa l'adrénaline refluer lentement. Elle avait fait le tir. Faisal Rahim était mort. Ethan Cross était neutralisé, au moins temporairement, et pourtant quelque chose la troublait. La manière dont Cross s'était positionné, la patience avec laquelle il avait attendu. Ce n'était pas seulement de la contre-sniperie, c'était personnel. Il avait étudié les méthodes de son grand-père, dédié son tir record à William Donovan. Et maintenant, elle avait détruit son arme, ruiné sa mission, privé Cross de sa cible. Des hommes comme lui n'oubliaient pas. La guerre entre eux ne faisait que commencer. Le Black Hawk se posa à FOB Ironclaw à 08h47. Les bottes de Sarah heurtèrent le tarmac. Ses jambes tremblaient, vidées par la chute d'adrénaline et l'épuisement. Le soleil montait déjà, promettant une chaleur écrasante qui transformait la base en fournaise. Autour d'elle, l'équipe se dispersait vers le débriefing. Chacun portait le poids d'une mission qui avait redéfini ce qu'il croyait possible. Une main se posa sur son épaule. Donovan. Mon bureau. 5 minutes. Elle hocha la tête. Hayes s'éloigna. Un peu plus loin, Callahan se tenait immobile. Le téléphone satellite confisqué se trouvait désormais dans un sac scellé, sous le bras de Hayes. Le visage du chef était tiré, livide sous son hâle. Être soupçonné de trahison, même implicitement, laisse des traces. « Chef, » dit Sarah doucement. Il la regarda. « Je n'ai pas posé ce téléphone. J'ai besoin que tu le saches. »« Je le sais. Comment peux-tu en être sûr ? Parce que si tu travaillais avec Cross, tu m'aurais laissé tirer sur lui. Tu m'aurais laissé m'exposer. Tu l'aurais laissé me tuer. » Elle marqua une pause. « Tu ne l'as pas fait. Tu m'as couverte. » Sarah ajusta l'étui du fusil sur son épaule. Celui qui a placé ce téléphone veut qu'on se méfie les uns des autres, qu'on se déchire. On ne lui donnera pas ça. Un soulagement discret traversa le visage de Callahan. Merci.
Ne me remercie pas encore. Il faut encore découvrir qui l'a fait. Elle le laissa là et se dirigea vers le bâtiment en contreplaqué qui abritait le bureau de Hayes. À l'intérieur, l'air était à peine plus frais. Un ventilateur agonisant brassait l'atmosphère sans conviction. Hayes était assis derrière son bureau. Devant lui, pas le téléphone satellite, mais autre chose. Un sac de preuves transparent. À l'intérieur, un autre téléphone, écran fissuré, mais encore allumé. Fermez la porte. Sarah s'exécuta et prit place sur la chaise. La force de réaction rapide a récupéré le corps de Cross. Il y a 20 minutes, dit Hayes. Il glissa le sac vers elle. Il avait ça sur lui. Un message rédigé, mais jamais envoyé, adressé à vous. Sarah prit le sac et lut l'écran. Le texte était serré, mais parfaitement lisible. Sarah Blake Donovan. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi un tir que je croyais impossible. 3247 mètres. Vous venez de battre mon record de 158 mètres. J'ai étudié le travail de votre grand-père pendant 20 ans. William Donovan a façonné tout ce que je suis devenu comme sniper. Quand j'ai réalisé mon tir à 3089 mètres en Irak, je l'ai dédié à sa mémoire. Je pensais honorer son héritage. J'avais tort. Corée, 1951. Votre grand-père a épargné un observateur nord-coréen de 19 ans. Cet homme a eu un fils. Ce fils est devenu un instructeur légendaire dans leur armée. Dans les années 1990, il a formé des conseillers étrangers lors d'exercices conjoints, dont moi. La clémence de votre grand-père a créé une lignée de snipers. Je suis la corruption de cette lignée. J'ai pris tout ce qui m'est parvenu par cet héritage, par l'étude de ces méthodes, et je l'ai vendu. Pour l'argent, pour l'orgueil, pour prouver que je pouvais dépasser la légende. Mais je n'ai jamais compris ce qui faisait de lui un maître. Ce n'était pas la distance, c'était le jugement. La taupe AFOB Ironclaw n'est pas Callahan, il n'est qu'un pion. Le véritable traître est le colonel Richard Hale. 3 ans de revente de renseignements, paiement offshore, 8,7 millions de dollars. Dette de jeu et chantage. C'est lui qui a placé le téléphone sur Callahan lors de la dernière vérification de l'équipement. C'est lui qui m'a averti de votre arrivée. Il dirigeait cette opération depuis le début. Vous êtes la véritable héritière de l'héritage Donovan. Ne laissez pas Hale le corrompre comme je l'ai fait. Votre tir à 3147 mètres a prouvé qui est le véritable maître. Votre grand-père serait fier. Ethan Cross. Sarah relut le message une seconde fois. Ses mains restaient calmes, mais son esprit filait à toute vitesse. « C'est crédible ?» demanda-t-elle. « La DIA vérifie déjà les finances de Hale. » répondit Hayes. Mais oui, tout correspond au schéma qu'on observait. 11 opérations compromises en 6 mois, toutes après l'arrivée de Hale. Sa mâchoire se contracta. Si Hale comprend qu'on le regarde, il disparaîtra. Ou il éliminera les témoins. Hayes se pencha en avant. C'est pour ça qu'on agit vite. Les mandats d'IGE d'arrestation sont en préparation. Mais Hale ne sait pas encore pour ce message. Cross ne l'a jamais envoyé. Il tapa le sac de preuves. Ça nous donne un avantage. Que voulez-vous que je fasse ? Comportez-vous normalement. Allez au débriefing à 14h. Ne laissez rien paraître. Hale doit croire qu'on continue à chasser des fantômes. Le regard de Hayes était d'acier. La DIA intervient cette nuit. 02h00. Discrètement. D'ici demain matin. Ce sera terminé. Sarah acquiesça. Mais au fond d'elle, quelque chose hurlait que ce n'était pas fini. Des hommes comme Richard Hale ou Augustus Stanton, quel que soit le nom qu'il portait vraiment derrière les façades, ne survivaient pas 40 ans dans les forces spéciales en étant naïfs. S'ils percevaient le moindre changement, un regard qui s'attarde trop longtemps, une voix qui hésite, une distance inhabituelle, ils le sentiraient. « Mon commandant, » dit Sarah, « et s'il disparaît avant cette nuit ? Toutes les sorties y sont surveillées. Il ne quittera pas cette base sans qu'on le sache. À moins qu'il n'ait une aide que nous ignorons. » Hayes resta silencieux un instant. « Alors on s'adaptera. Pour l'instant, reposez-vous. Vous avez une sale tête. Avec tout le respect, mon commandant, vous aussi. » Un coin de sa bouche se souleva presque en sourire. Repos. Ces quartiers lui semblèrent étouffants. Sarah se défit de son équipement, chaque pièce déposée exactement à sa place. Le Remington 700 fut nettoyé avec soin avant de rejoindre son étui. Le fusil était parfait. Il l'avait toujours été, 4 heures avant le débriefing.
Elle aurait dû dormir. Elle n'y parvint pas. À la place, elle sortit le journal de son grand-père et retrouva une entrée de décembre 1951, 2 semaines après le tir qu'ils n'avaient pas pris. Ils ont retrouvé l'observateur, que j'ai laissé partir, mort, exécuté par ses propres officiers pour désertion. 19 ans, marié, un fils nourrisson à Pyongyang, d'après les gars du renseignement. Je me suis dit que la clémence valait son prix. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne saurais jamais s'il épargnait à sauver des vies ou simplement prolonger sa souffrance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un choix, et qu'un gamin de 19 ans est mort quand même. La guerre n'offre pas de réponse propre, seulement des choix, et leurs conséquences. Sarah referma le carnet. La clémence de son grand-père avait créé une chaîne invisible. L'observateur avait eu un fils, ce fils était devenu instructeur. Cet instructeur avait formé Ethan Cross, et Cross avait tué 15 Américains. 60 ans. Un océan. Une lignée de décision. Cross était mort désormais, fauché par un tir à 3247 mètres, une distance que son grand-père n'aurait jamais imaginée lorsqu'il avait construit ce fusil, lorsqu'il lui avait enseigné les mathématiques de la mort. Elle s'allongea sur son lit. Le sommeil vint par fragments. Cross dans la cour, le choc brutal du barrette, l'arc impossible de la balle, l'instant où une vie s'éteint, celle d'un homme qui avait passé 20 ans à vouloir dépasser un héritage qu'il n'avait jamais compris. À 13h45, elle abandonna. Un peu d'eau sur le visage, direction la salle de briefing. L'équipe était déjà réunie. Ace se tenait devant, visage dur comme le granit. Callahan était assis au premier rang, blanchi de tout soupçon, mais encore marqué. Les autres SEAL occupaient la pièce sans leur camaraderie habituelle, la fatigue et la méfiance suspendues dans l'air. Et là, contre le mur du fond, en uniforme impeccable malgré la chaleur, le colonel Richard Hale. Sarah l'observa en entrant. 61 ans, cheveux argentés, posture droite comme une baïonnette, sur sa poitrine, des rangées de décorations, Bronze Stars, Purple Hearts, campagne de grenade à l'Irak, 40 ans de service, ou 40 ans à bâtir la couverture parfaite. Messieurs, Maître Donovan. La voix de Hayes trancha le murmure. L'opération Silent Horizon est officiellement close. Cible primaire, Faisal Rahim, neutralisé, KIA confirmé par drone et récupération au sol. Cible secondaire, Ethan Cross, également KIA. Tir confirmé à une distance de 3247 mètres. Un silence absolu. Puis l'explosion de réaction. 3200 ? C'est plus de 2 miles. Comment c'est seulement possible ? Ace leva la main. Le silence retomba aussitôt. Le tir a été effectué par le maître Donovan avec un Barrett M82A1, en tenant compte de vents extrêmes, du mirage thermique et du relief. Le kill est confirmé, vérifié, et sera soumis pour homologation officielle. Il fixa Sarah. Le plus long tir confirmé en combat de toute l'histoire militaire américaine. Le précédent record était de 3089 mètres. Donovan l'a dépassé de 158 mètres. Tous les regards se tournèrent de temps vers elle. Sarah resta impassible. Elle ne ressentait ni fierté ni exaltation. Seulement la certitude que les mathématiques, l'entraînement et l'héritage de son grand-père s'étaient alignés dans un instant de précision parfaite. Maintenant, poursuivit Ace, il fit apparaître l'image du téléphone satellite. Cette opération a été compromise. Ce dispositif a servi à transmettre nos coordonnées d'insertion à l'ennemi. Il a été placé délibérément. Quelqu'un a trahi cette mission. Un frisson parcourut la salle. La DIA enquête. Chaque personne liée à cette opération est sous surveillance jusqu'à nouvel ordre. Le colonel Hale s'avança. « Commandant Ace, si je puis me permettre. » Ace lui fit signe. « C'est une violation grave. Mais nous devons agir avec prudence. Celui qui a fait ça observe notre réaction. Nous devons être méthodiques, rigoureux, patients. »« Avec tout le respect, colonel, » intervint Sarah. Sa voix coupa la pièce nette. Tous les regards se tournèrent vers elle. Être patient, c'est ce qui a permis à Cross de tuer 15 Américains. Être méthodique, c'est ce qui a permis à la taupe d'opérer pendant 6 mois. Peut-être que ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus de prudence, mais de l'action décisive. Les yeux de Hale se posèrent sur elle. Froid, évaluateur. Maître Donovan, le sniper. Oui, mon colonel. Ce que vous avez accompli aujourd'hui est remarquable, historique même. 3247 mètres. Son sourire était poli.
mais il n'atteignait pas ses yeux. « Dites-moi, » demanda le colonel Richard Hale, « comment avez-vous calculé un tir à une distance aussi extrême ?» La plupart des snipers l'auraient jugé impossible. La question paraissait anodine, mais Sarah sentit aussitôt la sonde dessous, la façon dont il la jaugeait, évaluant si elle était une menace ou un outil. Le Barrett possède une vélocité initiale suffisante pour atteindre cette distance, répondit-elle calmement. La munition de calibre .50 conserve encore assez d'énergie, même à portée extrême. J'ai calculé la chute, 56,8 mois, la dérive du vent à 14,2 mois, l'effet Coriolis, et le fait que le projectile deviendrait subsonique à l'impact, ce qui modifie la balistique terminale. Les calculs étaient complexes, mais réalisables. Et vous avez eu le temps de faire tout cela pendant que Cross se déplaçait ? J'avais 3 secondes, mon colonel, c'était suffisant. Hale hocha lentement la tête. Votre grand-père aurait été fier. William Donovan était une légende. Corée, 1951. Ses méthodes sont toujours enseignées aujourd'hui. Il marqua une pause étudiée. D'ailleurs, je crois savoir que Ethan Cross les a longuement étudiés, qu'il a tenté de les dépasser. Ça a dû être personnel, de l'abattre. Sarah soutint son regard sans ciller. Ce n'était pas personnel, mon colonel, c'était opérationnel. Cross représentait une menace. Je l'ai neutralisé. Le fait qu'il ait étudié le travail de mon grand-père est sans rapport avec les exigences de la mission. Bien sûr. Hale se tourna vers Thomas Hayes. Commandant, poursuivez votre enquête. Vous avez mon plein soutien et ma coopération totale. Je me rendrai disponible pour la DIA quand nécessaire. Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. Et soyez prudent quant à ceux à qui vous accordez votre confiance. La trahison vient souvent de là où on ne l'attend pas. Lorsqu'il quitta la salle, la tension était presque palpable. Hayes reprit le débriefing, déroulant la chronologie, demandant à chacun de détailler ses mouvements durant la préparation. Sarah écoutait à peine. Son esprit était ailleurs. Hale avait testé le terrain, ses questions sur les calculs, sur le caractère personnel du tir, sur son grand-père. Il cherchait un signe, un indice qu'elle savait. Le débriefing prit fin à 16h30. Sarah se dirigeait vers ses quartiers quand des pas se rapprochèrent derrière elle. « Maître Donovan !» Elle se retourna. Major Reeves, mince, anguleux, le regard froid et attentif d'un officier du renseignement qui ne ratait rien. « Marchez avec moi. » Ce n'était pas une demande. Ils longèrent la base jusqu'à la clôture périphérique, là où les miradors dominaient la vallée. « Belle performance, » dit Reeves. « Tenir tête à un colonel, peu de sous-officiers en sont capables. » J'ai simplement répondu honnêtement, monsieur. Vous avez fait plus que ça. Vous l'avez défié, vous avez poussé. Reeves s'arrêta face aux montagnes. Dites-moi, à quoi avez-vous pensé quand Hale vous a interrogé sur votre grand-père ? Sarah choisit ses mots avec soin. J'ai pensé qu'il en savait plus qu'il ne devrait. Et je me suis demandé pourquoi il s'intéressait autant au caractère personnel du tir. Intelligent. Reeves se tourna vers elle. Ce que je vais vous dire maintenant, cette conversation n'a jamais eu lieu, compris ? Oui, monsieur. Richard Hale est affecté à cette base depuis 6 mois. Durant cette période, 11 opérations ont été compromises. Des cibles disparues, des embuscades impossibles, sans fuite d'informations. 15 morts américains évitables. Sa voix était clinique. Chaque opération compromise avait un point commun. Hale avait accès à la planification. Le pouls de Sarah s'accéléra. « Vous pensez que c'est lui ? » ?»« Je sais que c'est lui. Mais je ne peux pas encore le prouver. » Reeves croisa son regard. « La DIA suit la piste financière. Compte offshore. Flux d'argent. Mais ça prend du temps. » « Morrison m'a tout dit sur le téléphone de Cross, » dit Sarah. « Alors vous savez que Cross a dénoncé Hale. Ça nous donne un début de cause probable. Mais pas assez pour une cour martiale. » Il jeta un coup d'œil vers les bâtiments. « Hale est un survivant. 40 ans d'opération spéciale. S'il sent qu'on se rapproche, il fuira. Ou il détruira des preuves. Ou il éliminera les menaces, » termina Sarah. « Exactement. » La DIA intervient à 02h00. Arrestation discrète, équipe réduite. Si tout se passe bien, demain matin, ce sera terminé. Reeves sortit un petit objet ressemblant à un stylo. Mais si quelque chose tourne mal, s'il agit avant, je veux que vous ayez ça.
un micro-enregistreur. S'il vous approche, s'il tente de vous recruter, de vous intimider ou de vous faire taire. Vous me demandez d'enquêter sur un officier supérieur sans autorisation, dit Sarah. Je vous demande de vous protéger et de collecter des preuves si l'occasion se présente. Ce n'est pas la même chose. Reeves commença à repartir. Reposez-vous, Donovan, cette nuit pourrait devenir intéressante. Sarah regagna ses quartiers, l'enregistreur dans sa poche. Elle le fixa discrètement sous le col de sa chemise, dissimulé dans le tissu. Juste au cas où. Les heures s'étirèrent. Allongée sur sa couchette, elle fixait le plafond, rejouant les scénarios. Si Hale fuyait, où irait-il? S'il combattait, comment frapperait-il? Une chose était sûre, la mission n'était pas terminée. S'il savait qu'ils arrivaient, quelle serait sa réaction? À 02:00 précise, quelqu'un frappa violemment à sa porte, urgent, insistant. Sarah fut debout instantanément, arme en main. « Identifiez-vous » Callahan, une demi-seconde. « Sarah, on a un problème. » Hale sait. Elle ouvrit. Ryan Callahan avait le visage d'un homme qui n'avait pas dormi. Derrière lui, Thomas Hayes, gilet tactique, arme en position basse, regard dur. « La DIA est allée arrêter Hale à 01h45, dit Hayes. Ses quartiers sont vides, effet personnel disparu. Il a fui. Comment a-t-il su? On pense qu'il a un contact interne à la DIA ou qu'il surveillait les communications. » Hayes consulta sa montre. Peu importe, il n'a pas quitté la base. Toutes les sorties sont verrouillées, garde doublée. Il est coincé ici. « Où irait-il » demanda Sarah. « L'armurerie, répondit Callahan sans hésiter. Il lui faut des armes, des munitions, de quoi forcer une sortie. Ils étaient déjà en mouvement quand une explosion secoua la base, pas proche, mais massive. Le sol vibra. Les alarmes incendie hurlèrent. La radio de Hayes crépita. Toute station, ici le TOC, incendie majeur au dépôt de carburant, sabotage possible, équipe d'urgence en route, tout le personnel, Hayes coupa. Diversion. Il bouge pendant que tout le monde regarde le feu. Classique. Où ? Demanda Sarah. Elle attrapait déjà son gilet, son arme. Le parc véhicule, dit Hayes. Il lui faut un moyen de forcer les grilles. Un Humvee lancé à pleine vitesse peut passer s'il est assez désespéré. Ils coururent à travers le chaos. Des soldats affluaient vers l'incendie. De la fumée montait dans le ciel nocturne. Des ordres fusaient, confusion totale. Personne ne prêta attention à 3 opérateurs se dirigeant à contre-courant. Le parc véhicule s'étendait devant eux, rangé de camions et de blindés alignés dans l'obscurité. La plupart étaient verrouillés, silencieux. Mais tout au fond, près des lumières du hangar de maintenance, un moteur. Un Humvee reculait de son emplacement, phares allumés, découpant la fumée. « Là !» cria Callahan. Le Humvee accéléra, moteur hurlant. À travers le pare-brise, Sarah distingua Hale, visage éclairé par le tableau de bord, mâchoire crispée. Il ne ralentissait pas. Il ne s'arrêterait pas. C'était un homme qui avait fait son choix. « Dégagez !» cria Hayes en levant son M4. Mais Sarah était déjà en mouvement. Pas pour fuir, pour intercepter. Elle courait en biais, calculant vitesse et trajectoire avec la même précision que pour un tir longue distance. Le Humvee était massif, blindé, presque inarrêtable. Mais il avait des angles morts. Elle synchronisa parfaitement son geste. Quand le véhicule passa à sa hauteur, elle saisit la poignée de la portière, verrouillée. Son élan la projeta sur le marchepied. Elle fracassa la vitre conducteur avec la crosse de son arme. Le verre de sécurité explosa vers l'intérieur. Hale donna un violent coup de volant pour la déséquilibrer. Sarah passa le bras à travers l'ouverture, s'agrippa au cadre. Le vent la fouettait. L'asphalte défilait sous ses pieds. Arrêtez le véhicule. Il accéléra encore. La grille principale approchait. Des barrières. Des gardes qui se mettaient en position. Il allait percuter, forcer le passage. Disparaître dans la nuit afghane. Hale sortit un pistolet de son gilet, tenta de le pointer vers elle. Sarah attrapa son poignet et tordit violemment. Le coup partit. Assourdissant, la balle traversa le toit. Profitant de l'instant, elle passa son bras autour de son cou et tira, l'arrachant au volant. Le Humvee dévia brutalement, percuta une barrière en béton à près de 60 km/h. L'impact fut dévastateur. Le véhicule se retourna, roula, s'immobilisa sur le flanc dans un fracas de métal tordu et de verre éclaté. Sarah sauta au dernier instant. Elle heurta le sol, roula, se releva en position de combat, arme levée.
Son épaule hurlait, mais rien ne semblait cassé. Ace et Callahan la rejoignirent quelques secondes plus tard. « Ça va ? » ?»« Oui. »« Prenez Hale. » Ils tirèrent le colonel hors de l'épave. Il était vivant, blessé. Du sang coulait de son front. Son bras gauche était plié à un angle impossible. Mais il était conscient. Ace lui passa des colliers de serrage au poignet. « Richard Hale, » dit-il d'une voix glaciale, « vous êtes en état d'arrestation pour trahison, espionnage, complot et meurtre de militaires américains. » Hale tourna la tête vers Sarah, le visage maculé de sang. « Tu n'as pas pu laisser tomber, hein ? Vance te l'a dit, n'est-ce pas, le message ?» Il eut un rire humide. « J'aurais dû te faire tuer dans la vallée. Un appel, un petit ajustement de position. Il aurait pu t'abattre avant même que tu tires. » Il cracha du sang. « Mais je pensais que tu raterais. Tout le monde disait que 3200 mètres, c'était impossible. Si tu avais raté... Si Vance avait survécu, je serais encore propre. » Sarah le regarda sans émotion. « Je n'ai pas raté. J'ai tiré à 3247 mètres, puis j'ai tiré encore. Et je continuerai à tirer, colonel, tant que des gens comme vous trahiront des gens comme nous. » Hale sourit, les lèvres rouges. « Ton grand-père aurait compris. Parfois, survivre exige des compromis. Parfois, il faut faire des deals. »« Mon grand-père savait que certains compromis vous coûtent votre âme, » répondit Sarah. « Vous avez vendu la vôtre pour 8 millions. » Elle s'approcha d'un pas. « Il n'aurait jamais compris ça, et il ne l'aurait jamais pardonné. » Hale cracha à ses pieds. « Ton grand-père était un idiot. Il a laissé partir un ennemi en Corée. Cet ennemi a eu un fils. Ce fils a formé l'homme qui a tué 15 Américains. » Sarah soutint son regard. « Sa clémence a créé un héritage d'honneur. C'est vous qui l'avez corrompu. » Cross, au moins, avait compris ça à la fin. Vous, jamais. La police militaire arriva et prit Hale en charge. Les infirmiers examinèrent comme l'épaule de Sarah. Contusion sévère mais fonctionnelle. Hayes resta à ses côtés pendant qu'on hissait Hale dans l'ambulance. Menottes au poignet. Carrière, liberté, honneur, tout envolé dans une tentative de fuite désespérée. « Vous auriez pu être tué en sautant sur ce Humvee ?» dit Hayes. « Mais je ne l'ai pas été. Et maintenant, il ne s'enfuit plus. » Hayes observa son visage dans l'obscurité juste avant l'aube. « Vous n'avez pas fini, n'est-ce pas ? Cette guerre, ce combat ? Non, mon commandant, je ne fais que commencer. 2 semaines plus tard, la cérémonie fut discrète, classifiée. Juste l'équipe, quelques officiers autorisés et un général 2 étoiles qu'Emma n'avait jamais rencontré. Le soleil afghan écrasait la petite formation réunie dans une zone dégagée de Fob Ironclaw. « Maître de première classe Sarah Blake Donovan », lut le général, « pour bravoure remarquable et intrépidité face à l'ennemi, pour excellence tactique dans des conditions extrêmes ayant conduit à l'élimination de 2 cibles de haute valeur, et pour des actions ayant directement permis l'arrestation d'un traître au sein de nos rangs, prévenant de nouvelles pertes américaines. Vous êtes décoré de la Bronze Star avec un signe de vaillance. » Ace fixa la médaille sur sa poitrine. Sarah resta au garde à vous, ressentant le poids non pas du métal, mais de ce qu'il représentait. 15 morts vengés. Un traître stoppé. Un héritage honoré. Après la cérémonie, Ace l'emmena à l'écart. « Vous avez de nouveaux ordres. École de tireurs d'élite. Quantico. Poste d'instructrice. » Il esquissa un sourire. « La plus jeune instructrice jamais nommée. Votre grand-père serait fier. Il dirait surtout que j'ai encore beaucoup à apprendre. Comme nous tous. Mais ce tir, 3247 mètres, en condition de combat. Ça entre dans les livres d'histoire. » Il la regarda. Donovan. « Le tir confirmé le plus long de toute l'histoire militaire américaine. Vous avez battu le record de Cross. Vous avez battu tous les records. » Sarah y pensa. Au message de Cross, au journal de son grand-père, à l'héritage, au choix, aux tirs qui vous définissent. « Mon commandant, je peux vous poser une question ? Allez-y. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix en tirant une seconde fois ? J'aurais pu le laisser fuir après avoir détruit son arme, le laisser disparaître au Pakistan, devenir le problème de quelqu'un d'autre. » Ace resta silencieux un long moment, regardant des hélicoptères décoller au loin. « Votre grand-père a épargné quelqu'un en Corée. Cet acte de clémence a créé une chaîne qui a mené à Cross
et à 15 morts américains. Il inspira. Parfois, la clémence a des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Parfois, elle résonne pendant des décennies. Donc j'ai eu raison de le tuer ? Vous avez eu raison de choisir, pas par émotion, par jugement. Il croisa son regard. Cross a choisi la trahison, le profit, l'orgueil. Vous avez choisi de mettre fin à une menace. Votre décision a protégé des vies, la sienne les a mises en danger. Ne doutez pas de vous, Donovan. Vous avez fait ce qui devait être fait. Votre grand-père le comprendrait. 3 mois plus tard, Sarah se tenait devant 24 élèves pour leur premier jour à l'école de tireurs d'élite. La salle de classe de Quantico était austère, impersonnelle, rien à voir avec les montagnes afghanes. Mais le poids de l'attente était le même. Des visages jeunes la regardaient, principalement des hommes, avec 3 femmes parmi eux. Curiosité, scepticisme, elle avait 27 ans. Certains étaient plus âgés qu'elle. Je suis le maître Donovan. Mon tir record est de 3947 mètres, réalisé en Afghanistan, septembre 2011. Plus long tir confirmé en combat de l'histoire militaire américaine. Silence. Impression. Un reste d'incrédulité. Ce n'est pas pour ça que vous devez m'écouter. Elle sortit le journal de cuir, usé par une vie entière de manipulation. Le record de mon grand-père était de 2286 mètres. Corée. Novembre 1952. Mais son tir le plus important, elle leva le journal. C'est celui qu'il n'a pas pris. Elle marcha le long du premier rang, croisant chaque regard. Le tir, c'est de la physique, vitesse du vent, densité de l'air, chute de balles, effet Coriolis, dérive gyroscopique. Je peux vous enseigner tout ça en 12 semaines. Vous apprendrez à calculer chaque variable au millimètre près. Vous deviendrez des experts, des mathématiques de la mort. Elle ouvrit le journal et lut à voix haute. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long, c'est de savoir quand ne pas tirer. Un jeune marine leva la main. Ma'am, avec tout le respect, vous avez tiré, plusieurs fois. Comment cette phrase s'applique-t-elle ? Parce que chaque fois que j'ai tiré, j'ai choisi. Pas par réflexe, par jugement. Elle referma le journal et le posa sur le pupitre. J'ai calculé non seulement la balistique, mais les conséquences. Ce tir sauvera-t-il des vies américaines ? Ne pas tirer en mettra-t-il en danger ? Est-ce la bonne cible, le bon moment, le bon choix ? Mon grand-père a choisi la clémence quand elle était justifiée. Un gamin de 19 ans, effrayé, qui a choisi de fuir. J'ai choisi la justice quand elle était nécessaire. Un traître qui avait tué 15 Américains et en aurait tué d'autres. Elle balaya la salle du regard. Les 2 décisions exigèrent la même chose, du jugement. Elle se redressa. Pendant les 12 prochaines semaines, je vais vous apprendre à tirer plus loin que vous ne l'imaginez possible. Je vais vous apprendre à calculer des variables que la plupart des gens ne savent même pas nommer. Je vais faire de vous des armes, précises, létales, inarrêtables. Elle marqua une pause. Mais plus encore, je vais vous apprendre à penser, à juger, à comprendre qu'être tireur d'élite ne se résume ni à la distance, ni au nombre de cibles abattues, ni au record. Être sniper, c'est faire le bon choix quand des vies en dépendent. Parce que n'importe quel idiot peut appuyer sur une détente. Il faut de la sagesse pour savoir quand ce geste compte vraiment. Après le cours, Sarah se retrouva seule sur le pas de tir. Le soleil de fin d'après-midi baignait la Virginie de teintes ambrées. Elle plaça une cible à 2000 mètres. Pas le tir le plus long, mais une distance respectable, une distance que son grand-père aurait approuvée. Le Remington 700 reposait naturellement dans ses mains. Son fusil, désormais, transmis par le sang, l'entraînement et la compréhension que certains héritages méritaient d'être portés. Elle engagea une cartouche. Vent calme, 5 miles à 3 heures. Température, 22 degrés. Humidité modérée. Altitude négligeable comparée à l'Afghanistan. Toutes les variables s'alignaient parfaitement. Elle se mit en position. La respiration ralentit. Le rythme cardiaque chuta. Le réticule trouva la cible avec une aisance forgée par des années de pratique. Et dans cet instant suspendu, juste avant le tir, dans ce silence que seuls les snipers connaissent, elle entendit la voix de son grand-père. Pas un souvenir, pas une illusion, quelque chose de plus profond. Tu comprends maintenant, Sarah, ce n'est pas la distance, ça n'a jamais été la distance, c'est le choix, le bon choix, au moment où il compte le plus. C'est ça, l'héritage, c'est ce que j'essayais de t'apprendre tous ces étés au ranch. Un sourire effleura ses lèvres.
Je comprends, grand-père. Enfin. Elle pressa la détente. Le Remington dit sa vérité. 3 secondes de vol. La balle traça sa route dans l'air de Virginie, suivant des équations qui ne mentent jamais, obéissant à une physique indifférente à l'honneur, aux légendes ou au poids des décisions. La cible résonna. Plein centre. Sarah se releva et passa le fusil dans son dos. Derrière elle, les sons de la prochaine classe prenaient forme. Des voix, des ordres, le cliquetis d'équipements distribués. 24 élèves qui apprendraient de la chute de balle, la dérive du vent, l'effet Coriolis. Qui apprendrait à tirer plus loin qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Qui deviendrait la prochaine génération de tireurs d'élite américains. Mais surtout, qui apprendrait le jugement. Qui comprendrait que le fusil n'est que du métal. Que le tir n'est que de la physique, mais que le choix est tout. Sarah marcha vers la salle de classe, vers ses élèves, vers l'avenir. La guerre continuerait. Il y aurait toujours une nouvelle menace, un autre Cross, un autre Hale. Mais il y aurait aussi des gens comme elle, comme son grand-père. Des gens qui savent qu'être sniper ne se mesure pas à la distance que l'on peut atteindre, mais à la sagesse de savoir quand l'atteindre. Et c'était une leçon qui valait la peine d'être transmise. Derrière elle, le soleil se couchait sur Quantico. Le stand de tir retombait dans le silence. Demain, elle enseignerait. Demain, une nouvelle génération commencerait à comprendre. Mais ce soir-là, elle s'accorda un instant de paix. Le poids discret de la Bronze Star sur sa poitrine, le souvenir du journal de son grand-père dans son sac, et la certitude d'avoir honoré son héritage, non pas en dépassant sa distance, mais en comprenant sa sagesse. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. Elle le savait, désormais.